salut à tous. Salut à tous. Seb, aujourd'hui, un nouvel épisode, on arrive où là? Aujourd'hui, on arrive chez Michael Méziane. On est en proche banlieue de Paris, à Issy-les-Moulineaux, au restaurant La Passerelle. Ok, trop bien. Et pourquoi tu m'amènes ici? Ça fait longtemps que tu connais Michael du coup? Bah, écoute, tu vas vite comprendre pourquoi je t'amène ici. Regarde un petit peu. Ah ouais. Toutes les magnifiques bouteilles de Mika. Ouais, ça a l'air intéressant ici. Ça fait longtemps que tu le connais? On se connaît depuis peu de temps, 1 an et demi, mais c'est un coup de foudre amical. On s'est de suite entendu pour plein de sujets. Trop bien. Bon, ben on y va Seb? Feu, c'est parti. Oh le Mika. Ça va mon Seb? Ça va mon chat? Eh ben oui. Oh. Ça fait plaisir. Grave. Je te présente Hugo. Salut. Salut Hugo, tu vas bien? Ouais, ça va, ouais, nickel. Bienvenue. Le binôme du vin. Trop bien. Bon, t'es chaud, tu nous as fait à manger ou quoi? J'ai préparé un truc sympa. Bon. Ça a marché très bien. C'est quoi que t'as fait? Agneau confit. Agneau confit. Mais comment ça, agneau? Agneau confit, bah tu te connais mes origines. Mais moi j'ai prévu T'as ramené un blanc. le sucre. Bah ce sera pour l'apéro ça. Il y a le sucre. Y'a que ça non? Bah ouais. Ah merde. Bon bah on va pimper ça, on va trouver un truc. Ouais, tu te démerdes pour Tu que me laisses ça un peu marche. de temps, tu me laisses un quart d'heure. Allez, un quart d'heure. Allez c'est go. chaud. On y va? Allez, c'est parti, On let's y go. va. Bon, dis donc, ça veut dire quoi que tu vas nous pimper l'agneau pour que ça marche et que ça fonctionne avec un Gewürz? C'est quoi Bah en l'idée? fait je vais le sucrer mais pas avec n'importe quel sucre, avec le sucre de pamplemousse et d'orange. Comme ça chez les amers, tu sais les amers avec le sucre ça marche bien. Donc on va chercher l'amertume un peu, Mais d'autant puis après plus la que- douceur, la pêche. Allez go. Allez, let's go. Mais d'autant plus que sur les veines d'Arthur Ostertag, il y a des gros amers en fait, parce qu'il laisse souvent les veines sur lit pendant longtemps et pour aller chercher de l'amertume. Donc ça a Ah. bien fonctionné. Ça fait amer sur amer, ça marche bien. Toi, tu es en train de me dire que tu vas réussir à faire un agneau qui n'était pas prévu pour aller avec un vin sucré. Exactement. Bah, vas-y. Et on n'a pas goûté encore, mais normalement, on va remettre de la fraîcheur aussi. Avec un peu de coriandre, un peu de persil et un peu de grenade. Et la texture, on va mettre un peu de graines de sarrasin soufflées, grâce à croustiller. Et en garniture, vu que je me suis dit qu'on avait quand même envoyé fort hier soir déjà, des petites sucrines, un peu rôties comme ça. Comment ça, on a envoyé ça, rien? C'est quoi? Parle pour toi. J'y crois pas, mais c'est quoi cette réputation que tu vas nous faire? Même dans la sauce, c'est bien comme ça. Voilà, mets tout dans la sauce, bébé. Donc, Regarde, sous mon sein la grenade. Voilà. Sur mon sein là, je suis désolé. Voilà, je t'ai obligé, ça c'est fait. Toute la journée. C'est Ah toute oui, la je journée. alors, Allez Maïté, sors-nous le rouleau. Alors comment on roule à fait pour les pâtisserie. grenades? Alors la grenade, on la coupe. Bon. Tu mets dans ce sens-là, ok? Et après, Non. C'est quoi, il y a ma mère qui m'attendait quand j'étais gamin, elle a le même rouleau à pâtisserie, mais c'est Ah pas bah. sur la grenade qu'elle tapait. c'est vrai? C'était sur toi? Ouais, grave. Tout s'explique. C'est ça, je t'explique cela. Regarde, ça marche bien. Ah non, mais génial. Ouais. Alors, Ostertag en Alsace. Alors moi je connais pas du tout. Arthur, il a une trentaine d'années, c'est un mec super brillant, super génial, que j'aime beaucoup. Il a une très grosse énergie, il est très solaire. Son père avait déjà amené le domaine au plus haut, et en fait Arthur a réussi le challenge de reprendre. Et comme je vous disais tout à l'heure, en fait il étire les vins en travaillant beaucoup les amers. Donc il arrive à faire des grands vins de garde avec beaucoup d'allonge. Et pour le coup, même les sucres sont très digestes. On a juste une quarantaine de grammes de sucre par litre. Donc on est sur un Gewürz qui est plutôt tendre, on va dire ça. Hop. Parce qu'aujourd'hui, les générations font qu'on boit de moins en moins de vin sucré en fait. Ah, c'est un peu moins la mode. Ouais. Donc justement, en Alsace notamment, il y a pas mal de vignerons qui ont décidé de se tourner vers les vins de macération sur les Gewürztraminer, parce que le Gewürz, classiquement, se faisait toujours sur des sucres. Et sauf sur des vins qui ne sont pas trop chargés comme ça. Mais encore une fois, le challenge, c'est d'arriver à nous faire manger ça avec de l'agneau. Là. Je te jure, mais alors il y a un virage à prendre, Michael Méziane, je ne sais pas comment tu vas faire. On va le prendre en tout cas. C'est vrai qu'on était pas parti là-dessus. On verra si on fait une sortie de virage, une sortie de route. Et tu sais, il y a un chef assez connu qui fait un agneau en dessert. Hein. Comment il s'appelle? Agneau au chocolat en dessert. Sanchez. Il a une table au moins, s'il est Sanchez? Ouais. Ça a bien Je suis marché. désolé. Ça a marché, Ça, c'est top. Hein. On va mettre de la fraîcheur encore. On va jouer là-dessus. Hein. Vu que c'est confit. Donc on a fait un gigot. Il a cuit 8 heures. À la base, c'est une recette de mon père. Hein. C'est un michoui qu'on a fait. Dis, toi, quand tu touches le produit comme ça, que tu crées des recettes et tout ça, tu prends toujours autant de plaisir. Après, Ouais. après ça fait combien de temps maintenant? 12, 13, 14? Et j'ai commencé à 14 ans. J'en ai 35. Bah, j'adore. En fait, on adore recevoir. Donc j'ai un super exemple que je donne tout le temps, c'est pas une blague. On a fait une recette ici qui était le tataki de céréales gin tonic.
Un soir, je suis dans mon lit, je sais que le lendemain, j'ai monsieur le maire d'Issy-les-Moulineaux qui vient déjeuner. Et dans ma tête, je me dis, est-ce que j'ai bien tout pour son gin tonic? Parce que quand il vient, il a son gin tonic, lui, c'est le Hendrix chez nous. Chez d'autres confrères à Issy-les-Moulineaux, c'est le Bombay, chez d'autres, il a ses petits trucs. Et je reçois un message de mon poissonnier qui me dit qu'il y a une super promo sur la céréole. Et là, dans ma tête, le céréole, je me suis dit, on va le faire en tataki. Avec quoi? Concombre. Mais concombre, il y a aussi dans le gin tonic. Et je suis parti comme ça et j'ai fait une recette tataki de dorade, tataki de céréole, gin tonic. Ça a été un best-seller pendant 3 ans, je crois, ici. Chef, on a faim, on a faim, on a faim. Putain, ça y est, je suis barman. Ouais, ça y est, t'es passé de l'autre côté. Ça, c'est un rêve de toute une vie, en vrai. Un ginto s'il vous plaît pour Monsieur Santini. Ah oui, dis donc. Alors, l'agneau. L'agneau. Mais tu vois, à la base, Oh là là là. on vient de mettre les abricots et les oranges et les pêches. Avant, c'était pas dans la recette, ça. Donc, ça va être parfait, ça va être bien, ça va être croustillant. Waouh, trop bien. Ça, c'est beau. C'est le repas d'équipe de ce midi, du coup? Ouais, il y a des chances. Et après, Les petites grenades, une petite grenade. ça amène quoi? Un peu d'acidité. Exactement. C'est antioxydant aussi pour les vieux comme moi, pour lisser les C'est même rides. pas pour ça que j'ai fait ça, tu vois. Ah, c'est sympa, merci. Oh, magnifique. Voilà. Et puis on a dit la texture. Et là, tu as mis les petits fruits dont tu as parlé tout à l'heure, là, donc pêche, J'ai mis pamplemousse, c'est ça? exactement. Pêche, pamplemousse, orange, abricot. Dingo. Incroyable. Ah ouais, non. Une ça odeur, fait par contre, hein, vous avez pas l'odeur, mais. Ça fait 3000. Vous avez pas l'odeur? Si, santé. Allez, faut sentir, faut se déplacer sinon. Allez, chaud. Avec un peu de fleur de sel. Bon, là, pour le coup, c'est exactement le genre de plat que j'adore manger. Ah oui, t'as les sucrines qui sucrines arrivent. qui arrivent. Ah oui, qui sont là-bas. Oui, la salade. Ah, goût j'avais au oublié la Attends, salade. et toi, Hugo, d'abord. Hop. Tiens. Hop. Ah ouais, c'est dingo. Tu vois le côté un peu amer. Amer, mais acidité Et aussi. l'acidité, et Qui t'as le pète. sucre qui vient de l'abricot. Vous voulez qu'on mange au comptoir comme ça vous va? Ouais. T'as des glacés au gingembre? Oui, chef. Parfait, faire ça. Des glacés Oh là là, des génial. glacés au gingembre. Et là, pour le coup, en fait, ça sent un petit peu ouais, justement l'amertume, tu sais, de la sucrine. On a presque l'impression que c'est une endive au nez. Si c'est bien cuit, c'est à la cuillère. Ça marche. Ah oui, grave. Hop. C'est quelle partie de l'agneau, ça, Mika? Le gigot. Hop. On met une demi. Et voilà. Oh. Incroyable. Allez, feu. On goûte? Ouais. Et tu sais, ça me fait penser à l'émission où t'as les mecs qui sont en train de customiser des bagnoles et tout ça. Cet agneau, tu nous l'as pimpé. Ouais, c'est beau ça. Moi, j'aime bien le tremper dans la sauce. T'as bien raison. Ah ouais. Direct dans le plat, comme à la maison. Ça me tâte? J'aurais pas dit mieux. La viande est super moelleuse et en fait le sucre ça balaye complètement la bouche en fait. Ça accompagne super bien au niveau aromatique. Les amers se balancent avec l'acidité. Le sucre, tout est enrobé en fait dans le palais. C'est dingo. Hugo? Ah ouais, j'ai goûté. Je te fais la bouchée parfaite. Merci. Et tiens, il manque un petit morceau de pêche. Et t'as la fraîcheur qui vient aussi, t'as les herbes. T'as goûté avec le vin? Alors ce virage, c'est une sortie de virage ou... Négocié. Bien négocié Bien ce négocié. virage. Ouais, c'est super bon, c'est super plaisant. Effectivement, le vin donne un côté presque. Les sensations un peu sucré-salé tu sais, que tu as dans les tagines et tout, ça te rappelle ça. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ça masque pas du tout l'agneau. Tu as quand même le vrai goût d'agneau. Tu vois. Très chouette. Félicitations, je crois que c'est un des accords mes vins réussi. J'ai amené quelque chose moi aussi. J'ai amené un petit rouge Ah, qu'on pourrait goûter, ça te dit? Seb, ça te dit? Allez, feu. Ouverture à la vigneronne. Capsule, hop. C'est parti. Bah ouais, on va faire un truc. Un change les accord. verres. Hein. Non, ah oui, c'est du sucre. T'as raison. Un accord un peu plus. Ouais, on est à Bourgueil, dans la Loire. Bourgueil, c'est la voisine de Saint-Nicolas de Bourgueil, mais des terroirs un peu plus costauds. Pas que des sables, un peu d'argile, un peu de calcaire. Cépage, c'est quoi? Chez Benoît Amirault, Cabernet Franc. 100%. Voilà, un Cabernet Franc avec un peu de caractère. Magnifique. On a un nez très gourmand, facile, fruité, qui ça, croque. Tu as goûté avec la pêche? T'as pas goûté la pêche avec? J'ai goûté la pêche, pas manger la pêche. Ah, bon. Là, c'est être un peu sucré là, non? Je trouve que le plat rehausse le caractère un peu structuré et tout de ce terroir-là. On n'a pas que de la gourmandise, tu vois, je trouve là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses. On a même
les tanins qui sont assez souples, en fait, là, ils deviennent un tout petit peu plus durs, mais à la rigueur, c'est bien parce que ça... C'est bien, ils se mettent avec l'agneau, c'est génial. Exactement, Ouais, en fait. C'est génial. Après, ce qui est dur, c'est d'arriver pour une sommelière, une directrice de salle comme Virginie, qui t'accompagne depuis des années et qui a toute ta confiance. C'est dur, en fait, d'arriver à conseiller un Gewürz sucré sur un plat de viande. Il faut vraiment qu'il y ait des fous comme nous. C'est ça. Ou des erreurs. Comme Une confiance aveugle dans la personne qui Au vert, ça marche. te gère le truc. Au vert, ça peut le faire. Ouais. Ou pire, si le client, ça lui plaît pas. Ouais, c'est ça. lui offre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vivi, tu viens goûter? Ma directrice sommelière. Tu goûtes le rouge. Bon, alors là, attention, on a la directrice des accords. Là. Alors là, je peux te dire, Les accords des désaccords. c'est chaud. C'était oui. Et c'est un oui. C'est un oui. Moi, j'avais des souvenirs un peu plus stricts de ces vins. Tu vois, là, pour le coup, c'est vraiment super gourmand. Ouais, ben ça, c'est un peu la patte de Benoît. Ouais. C'est un peu la patte de Benoît qui a eu envie d'amener les choses dans plus de Sont trop gourmandise fortes, et de buvabilité. Alors, Mika, je vais te dire sincèrement, mais là, je vais être honnête. Quand je suis arrivé, j'ai eu super peur. On a eu des désaccords au mes vins où je me disais, allez, ça va marcher quand même. Mais là, le sucre sur l'agneau, ça aurait dû foirer. Honnêtement. Ça aurait pu, pas dû. Ça aurait pu foirer. Et justement, toi, ça t'est arrivé, à part des recettes de cuisine où c'est pas hyper important, mais de subir des échecs, d'avoir des échecs dans ta vie professionnelle ou perso Mais les échecs, c'est ce qui fait avancer. T'as personne qui te dit qu'il n'a pas d'échec, ou sinon, s'il n'a pas d'échec, le jour où ça va arriver, psychologiquement, c'est plus difficile à se Et remettre. s'il y en a un qui t'a marqué, un échec pro, ça serait quoi? Qui t'a construit, tu vois? Il y a échec et échec, entre guillemets, parce que là, je vais te dire un exemple qui est l'échec de la halle, quand j'ai ouvert à côté, mais finalement qui n'a pas été un échec, parce que... C'était quoi la halle? J'ai ouvert un caviste, un restaurant qui a très bien fonctionné, À la halle de Issy-les-Moulineaux? mais j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Et donc je suis parti, mais je l'ai vécu comme un échec. Mais avec du recul, maintenant, je me dis que c'est une bonne chose. Les gens venaient vraiment, moi je fais de la cuisine, et les gens venaient faire de la finger food, quoi. Et histoire de famille, parce qu'il y avait ton frangin qui était avec toi dans Et l'histoire, mon non? petit frère, je l'ai fait venir. Alors mon petit frère travaillait avec mon père à la base. Je l'ai ramené ici il y a 8 ans maintenant. Il a bossé avec moi pendant 3 ans ici. Et quand on a ouvert, je l'ai pris avec moi. Il était mon associé sur le caviste. Voilà ton père, quoi. Je l'ai récupéré. Bah mais... Parce que toi, du coup, ton père cuisine, c'est un gars un peu... Et mon père a ouvert son premier restaurant en étant associé, qui s'appelait l'Étoile Kabyle, porte de Versailles. Et après, il a monté des restaurants Malakoff, Châtillon et ici les Moulineaux. Et là, 73 ans et toujours aux manettes de son restaurant. C'est ouf, de la génération d'avant, encore là, quoi. Il a monté ça quand? Ça fait 40 ans qu'il a monté la Ah ouais, resta. donc toi, t'es né dans les restos, quoi. Ah, moi, je suis né derrière un bar. J'ai passé mes week-ends à essuyer des verres pendant que mes potes jouaient au foot. Et pourtant, t'as eu envie de faire cuistot. Alors moi, à la base, l'histoire est drôle, c'est que vu que je travaillais avec mon père, mais que en salle, pas en cuisine, parce qu'en cuisine, c'était dangereux et j'étais très jeune à ce moment-là. Et puis tous les cuisiniers parlaient que l'arabe ou le kabyle. Et moi, mon père ne me l'a pas appris cette langue, donc c'était compliqué de parler avec les cuisiniers. Et pas tous, mais beaucoup de samedi midi, samedi soir et dimanche midi, je travaillais au restaurant de mon père. Et naturellement, je me suis orienté vers la salle. Et donc mon père me dit, bah écoute, si tu veux faire de la salle, c'est très bien. Mais tu ne feras pas de la salle dans mon restaurant, tu feras de la salle chez un pote qui a un restaurant gastronomique. Et donc me voilà lancé en pré-apprentissage service en salle à 14 ans dans un restaurant dans le 14e. Et en fait, magie de la vie, je rencontre le chef Jérôme Mazur qui me voit, qui me dit mais toi tu ne seras jamais en cuisine, tu seras jamais en salle, tu viens en cuisine. Pourquoi? Parce que c'était un pote de mon père et qui voulait un peu me faire pleurer, je pense. Il voulait me faire mal. Et il m'a fait mal, mais je lui dois beaucoup de choses. C'est lui qui a fait que je suis passé de jeune branleur, petit branleur à branleur plus. Mais il sentait que tu avais le potentiel aussi, ça, certainement, non? Oui, mais je sais pas. Je pense que ça fait partie encore une fois, de la magie de la vie où il n'y avait rien qui était écrit. Parce que je suis arrivé, je ne savais pas faire cuire un œuf. Hein. Donc j'étais dans un restaurant, mais à 14 ans, tu aimes bien la cuisine, tu aimes bien manger, tu t'y intéresses, mais vu que tu n'as pas le droit d'y rentrer. Tu cuisines un peu à la maison, mais maman restauratrice aussi, donc on la voyait pas beaucoup. Mon père restaurateur, pas beaucoup non plus. Je peux pas expliquer que je mangeais le poulet de ma mère le dimanche soir. Quoi. Mais tu avais le potentiel d'encaisser, je veux dire, surtout. Je parlais pas forcément pro, il a senti que tu avais le potentiel d'encaisser ce qu'il voulait te transmettre. Ouais. Il m'a éclaté pendant 4 mois, et au bout de 4 mois, quand j'ai compris que je l'ai pris comme un jeu,
bah, j'étais inatteignable et voilà. C'était dur, c'était Mickaël, tu fais quoi lundi? Bah, lundi, je suis en repos. Et bah, il allait te branler, tu vas venir à la chasse avec moi. Et donc il appelait mon père, bon bah lundi, ton fils il vient avec moi à la chasse. Parce que par contre, après, c'est intéressant ce que tu dis, le côté à la maison, les désavantages du boulot, justement, le côté pas beaucoup à la maison et les horaires et machin, ça, gamin, tu l'as vécu. Tu peux passer un moment où tu dis putain, je regrette parce que mes parents, étant petits, tu vois les parents de tes amis avec qui ils vont avoir des matchs, avec qui ils font du sport, avec qui il y a des activités. Et nous, finalement, tu sais, bah, bosser 80 heures par semaine, quand tu es à la maison, bah, mon père il rentrait, il allait se coucher, il se relevait, il y avait bisous, il repartait. Et finalement, maintenant, je comprends et j'ai beaucoup de respect parce que finalement, pour un monsieur qui est arrivé en France à 14 ans, qui ne parlait pas français et qui a monté ce qu'il a réussi à monter tout seul. Ah ok, c'est la première génération ton père de... Ok. Bah, en fait, mon père est né en Algérie, il est arrivé en France à 12 ans. Incroyable, Ouais, incroyable. bon parcours. Et alors du coup, 14 ans, tu fais tes premières armes là, te faire défoncer chez ce gars-là, C'était et génial. malgré tout, tu te dis, vas-y, feu. Premier mec, premier chef de parti, comment il s'appelle dans l'agence touristique? La référence. Et ben non, mais Barracuda. on l'appelait Barracuda, c'était Barracuda. Et donc moi j'arrive à 14 ans, un peu gringalet, et je tombe avec un chef de parti Barracuda qui fait 2 mètres de haut sur 1 mètre de large et qui m'appelait la petite. Et là tu fais ok, je suis dans un milieu assez particulier, mais finalement après... T'as fait quoi juste après? T'es parti où? Alors après j'ai fait le relais de Sèvres, Porte de Sion, on avait 1 étoile. Après ça, je fais 2 ans de BP, donc vrai professionnel cuisine au Prince de Galles. C'était qui le chef à l'époque? C'était Benoît Rambaud, avec qui pareil on s'est bien marré. Benoît. Moi j'ai pas de chef avec qui j'ai une mauvaise expérience. T'as fait la guerre avec Rambo en fait. Et Rambo, ouais, on a fait la guerre. Ouais. Rambo, j'en ai fait voir dans toutes les couleurs. Mais bien quoi, vu que t'es quand même un peu branleur, tu vas un peu trop loin. Et moi j'en ai fait plein des conneries. S'il nous regarde à l'occasion, il va s'en rappeler. Après, je pars chez Joël Robuchon avec David Alves. Je fais un long parcours chez Joël Robuchon, à la table puis l'atelier étoile. Après, je fais un très court passage au Bristol. Je suis débauché par Frédéric Calmès, qui est le sous-chef de Jérôme Banquetel chez Sanderins. Et je vais chez Sanderins avec Jérôme Banquetel. Je reste plus de 2 ans, 2 ans et demi. Et je le quitte pour ouvrir ici. Et Robuchon-Bristol, là, tu continues de faire le con ou c'est un peu plus... Robuchon, Bristol pas du tout. Mais parce qu'il n'y avait pas la matière. On avait largement le temps de le faire, hein. Mais c'était pas... En fait, quand tu passes de chez Joël Robuchon où on te dit cuisine comme pour ta mère, moi c'est un peu ce que je dis à mes équipes et c'est un peu de sensibilité culinaire quoi. Quand tu fais une recette, au bout d'un moment ils savent très bien que c'est plus toi qui vas la faire, hein, c'est tes gars. Il faut que tes gars soient convaincus que ce que tu fais c'est mieux que dans ce sens-là que dans un autre. Robuche c'est un peu ça, c'est cuisine comme pour ta mère. Il t'explique pourquoi il faut faire comme ça. Au Bristol, c'est 3 étoiles, on te donne une fiche technique et on te dit voilà, il faut suivre la fiche technique. Donc tu suis la fiche technique, tu fais goûter à ton chef de partie, qui fait goûter à son sous-chef, qui fait goûter au chef, qui fait goûter au chef. Et toi qui es entre... Tu dis ok mais en fait si vous prenez n'importe quel mec qui sait lire une fiche technique... C'est assez drôle en fait parce que ça dépend du ressenti de chaque personne. Hier on a vu Julien Candeborde qui nous a dit, tu vois, autre chose, il nous a dit que lui chez Robuchon il avait été en peine et que chez Fréchon il s'était plus régalé quoi. Non mais ça dépend des sensibilités et tout, je pense. À un moment donné il y a des personnalités qui s'adaptent mieux à certains environnements et tout. Robuche, t'es vraiment jeté dans le grand bain d'un coup. Au Bristol, tu bossais, tu badgeais, tu faisais tes 5 heures par jour, tu avais tes fiches. Donc en fait, tu n'es jamais mis en difficulté. Et je pense que c'est quand tu es en difficulté que tu t'émancipes. Oui, mais tu sais, ça dépend des gens. T'as des gens chez Robuchon, quand on leur dit tiens, t'as un tartare de dorade à faire, vas-y. Ça, il y a des gens, ça les met en méga difficulté. Tu vois, peut-être toi, t'es plus un créatif, un mec qui a besoin un peu de décider, qui a besoin un peu de créer. Non, moi, faut rester à sa place. Après, Après, je suis d'accord avec Hugo. Tout le monde n'est pas fait pour être chef non plus. Toi, t'avais quand même ça dans le sang. T'as plein de gens aussi qui avaient juste suivre une recette, qu'on leur dise fais bleu, et qui s'éclatent à bien faire. Ouais, et qui s'éclatent à bien faire. Parce que la fiche soit bien suivie et qu'à la fin, tu vois. Toi, t'avais tellement ça en toi que finalement, tu finis par ouvrir la passerelle, donc c'est ça en fait, il y a 10 ans. J'ouvre à 25 ans, ouais. Opportunité. C'est pas un rachat de fonds de commerce, c'est une Donc création. t'es au Bristol à ce moment-là? Je suis au Bristol quand j'ai le rendez-vous avec la personne qui est en charge de réhabiliter l'immeuble. C'est le maire adjoint de la mairie d'Issy-les-Moulineaux. Ce monsieur est un client de chez mon père, mais je ne le sais pas encore, et un client de chez Robuchon. Donc moi, je le vois chez Robuchon. Je pars de Robuchon par le Bristol, et pendant que je suis au Bristol, mon père m'appelle, me dit « Mika, il y a monsieur Untel qui veut te voir ». Je dis « Ok, très bien, est-ce qu'on peut faire une bouffe ?» Donc on finit par manger chez mes voisins à côté. Et il m'explique, il me dit « Voilà, bah, tu sais, avant de traverser la passerelle, il y avait un hôtel, c'est un hôtel ici. La mairie rachète l'hôtel, on refait tout le quartier, et on veut une belle table. Est-ce que tu es chaud de récupérer ?» Je dis « Bah oui, moi à ce moment-là, j'ai... genre 21 ans, je pense 22 ans. Et je dis ouais c'est cool mais un j'ai pas les sous et deux c'est combien de temps. Il me dit de toute façon t'as bien 5-6 ans devant toi. Donc voilà pourquoi j'ai réussi à ouvrir aussitôt. Donc papa m'a donné un peu de sous,
Ma mère m'a prêté un peu de sous, ma grand-mère m'a prêté un peu de sous, moi j'avais un peu de sous et on est parti à la banque. Et avec, moi je peux le dire, avec 300 000 euros, j'ai ouvert ici. C'est top. C'était un beau cadeau de la vie, de la mairie, de tes parents, grands-parents, enfin, voilà. Et puis quartier d'affaires avec BNP, tous les gros sièges sociaux, il y a 10 ans, c'était pas pareil qu'aujourd'hui, les gens savaient vivre. J'aime bien, je pense souvent à la vidéo, tu sais, la vidéo Bernard Loiseau, tu vois. Les gens savaient vivre. Et lui, c'était encore en mieux. Nous, entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Oui, ça consomme plus pareil. Pour être, savoir vivre, c'est ça. C'est en fait, savait faire les cons, un peu partager, passer à table, profiter. Et puis, ils savaient manger, quoi. Aujourd'hui, tu les vois tous, ils ont tous des gros salaires dans le quartier, mais ils mangent tous des sodébos au coin de la rue, quoi. T'arrives pas au début à attirer cette clientèle-là? Ah si, au début, nous on fait 3 ans quasiment complet midi et soir. Après j'ai des confrères autour qui ont 450 places assises et qui font complet à tous les services. Donc on s'est dit si on fait quelque chose un peu plus cher qu'eux, avec une offre différente et une carte de vin un peu sympa, normalement on devrait se faire bouger. Et donc on s'est bien fait bouger. Alors on était très gastro jusqu'au Covid. Et depuis la réouverture du Covid, et encore plus depuis quelques mois, on a décidé de baisser les prix et de faire quelque chose de plus bistronomique. On en parlait de les gens qui savent vivre. Moi, je me suis battu quasiment toute ma vie contre les frites. C'est pas que c'est pas bon les frites c'est très bon. Mais on est en France, dans le pays de la gastronomie, et il y a 8 restaurants sur 10 qui proposent des frites, c'est un peu triste. Dans le quartier, j'étais le seul à pas faire de frites avec l'italien. Et bah aujourd'hui, je fais des frites. Ouais, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de lutter aussi. C'est ça. Non, mais ouais, mais nous, on a été dans le même cas. Ouais. Au moment, il faut faire ce que le client aussi attend. Avec ton identité à toi, mais faire ce que le client il attend. Ouais. Mais toujours avec des produits de qualité, on va pas se renier. Hein, ça fait. Voilà, c'est quoi ta cuisine, si tu devais la définir un peu Alors avant, je la dessinais en cuisine du monde. Cuisine du monde où je m'éclate un peu comme ce qu'on a fait là tout à l'heure. Sinon, on revient à des plats, on va dire, ancestraux français ou sur le produit. Voilà, moi je m'éclate avec des escargots juste comme ça, je m'éclate avec des cuisses de grenouille, je m'éclate. En fait, je mange ce que j'aime manger au restaurant maintenant. En fait, le gastro, c'était très bien, c'est génial de bien manger, mais c'est fatigant en vrai, je pense. Enfin, pour moi. Hein. Et après, c'est aussi cyclique. J'imagine que tu vois, 10 ans une affaire, justement, t'es pas le même bonhomme à 25 ans, à 35 ans, Mika, c'est ça? Donc en fait, ta cuisine, tes goûts ont évolué, ta cuisine, forcément, elle évolue avec, c'est ça quoi en fait. Aujourd'hui, tu as envie de plus de, je sais pas, de simplicité, tu as moins besoin de montrer, je sais pas si c'est le cas, mais. Si, complètement. Même quand on dit qu'on n'a pas d'ego, on a toujours un peu d'ego forcément quand on a fait des restaurants. 25 ans, quand on a fait des restaurants étoilés. Parmi tes potes d'apprentissage et tout, tu devais quand même avoir des mecs qui te regardaient un peu. Et puis surtout mes anciens chefs. Moi, mes chefs m'ont tous dit Mika, c'est une connerie, fais pas ça. Enfin, t'as un bon CV, t'as un bon cuisinier. Là, tu te fous en l'air, quoi. 25 ans, ouais, c'est jeune. Ouais. J'imagine. C'est comme tous les jobs. Tu sais que il est passé très bien. L'ouverture s'est bien passée, entre guillemets, je parle dans ma tête, hein, dans le stress, dans l'appréhension. Parce que je pense que je n'étais pas conscient de ce que je faisais. Quand j'ai ouvert les autres restaurants, j'ai pas dormi. Pourtant, tu vois, j'étais plus posé, mais je n'étais pas parent déjà. Ouais, tu n'étais pas papa, j'allais te dire la même chose, tu vois. Et là, ma première ouverture, où je n'ai pas de communication, rien, personne ne me connaît, tout le monde me dit Mika, tu as 25 ans, c'est une connerie de te lancer aussitôt. J'ouvre et je me dis, bah écoute, tranquille, c'est pas grave, on bossait 90 heures au moins par semaine. Et c'est passé nickel, je dormais bien la nuit, c'était pas… C'est ça, à 25 ans, tu as ce truc-là du côté… Tu as l'insouciance un peu. Tu as l'insouciance, il y a le côté effectivement, tu envoies les heures et en termes de fatigue, ça se gère et tout, plus qu'à 35. Et par contre, ce que tu n'as pas, alors bon, mine de rien, tu cuisines depuis que tu as 14 ans, mais quand tu fais du gastro, c'est une carte qui se renouvelle méga souvent, il faut de la créativité. Tu vois, moi, la différence, je te dis ça, je ne suis pas un méga connaisseur de cuisine, pas du tout. Quand je vais dans un gastro, j'y vais un peu pour découvrir des choses. Ou découvrir des produits, ou découvrir des associations. Ce que tu as moins quand tu vas dans un restaurant un peu plus bas de gamme, où tu vas manger des recettes. Mais toi, typiquement, tu vas dans des restaurants gastro combien de fois par mois? Alors ouais, non, c'est pas par mois, c'est plutôt par an, tu vois. Le problème, c'est que c'est un peu pour tout le monde pareil. Et donc finalement, sur la masse de clients, si tu vas que 2 fois par an dans un restaurant gastro, tu vois, forcément, pour nous qui étions gastro, on se prive de beaucoup de clients, sachant que c'est que des gens qui ont les moyens ou qui ont la sensibilité de faire ça. Que le bistrot, les brasseries, les machins, tu peux y aller beaucoup plus souvent. Ouais, t'as des mecs qui peuvent venir chaque semaine. Non, et ce que je voulais dire, c'est aussi plus la partie créativité, tu vois. T'as vu moins de choses, t'es moins ouvert, t'as moins voyagé, tu vois. Ouais. Comment tu fais à 25 ans pour arriver à créer une carte en entier, se renouveler? Tu t'inspires, en fait, de tes confrères déjà quand tu vas au restaurant. T'as plein de livres. Après, moi, j'ai eu la chance de quand même pas mal voyager tous les étés. Non, tu t'inspires. Et puis je pense qu'en vrai, tous les chefs font un peu ça. Même si tu fais même si t'es créatif et que tu as des idées un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur la salle gin tonic, tu peux créer plein de trucs. Il faut juste prendre le temps, quoi.
Et ouvrir une affaire, on parle de ça là, avec le chef qu'on rencontre avec Seb, c'est aussi passer de cuistot où tu as un chef à passer de chef qui a des custos. Cette partie-là, comment tu la gères à 25 ans? Parce que du coup, j'imagine que tu fais venir des gars plus vieux que toi, peut-être? Ou pas beaucoup finalement? Ouais, alors moi, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis un peu béni. J'ai ouvert la passerelle avec une équipe de potes. Dans 10 ans, j'ai eu peut-être 3 mauvaises histoires, 4 mauvaises histoires. Tous mes salariés, ça a toujours été que des belles histoires. Donc Dany, mon bras droit, il est avec moi depuis... C'était mon commis chez Sanderins. Et quand j'ai ouvert, il m'a suivi direct. Et donc ça fait 10 ans qu'il est là. Sam, ça fait 5 ans qu'il est avec moi. Ilan, ça fait 3 ans. Lassad, ça fait 2 ans. Vivi, ça fait 6 ans. Louis était dans mon autre restaurant, il était en cuisine. Quand je lui ai dit que je vendais, il m'a dit je veux rester avec vous. Je lui ai dit ok, mais en cuisine, j'ai personne, j'ai tout le monde. Je peux te prendre en salle. Il m'a dit ok, donc il est venu en salle ici. Là, ce matin, j'ai un de mes petits gars qui était en cuisine avec moi de l'autre côté, qui est venu me voir ce matin, qui me dit ah, Mika, c'était quand même beaucoup mieux avec vous, chef. D'ici, vous cherchez, hein, moi je veux venir. Donc, franchement, j'ai eu que des belles histoires. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce que tu arrives à. Comment tu arrives à créer Je sais pas. Je sais pas trop. Je pense que je fais. T'es toi-même ouais, déjà. Voilà. Ça compte, non? Ouais, je suis moi, bien dire, je joue pas un rôle. Ouais. Ouais, voilà, et puis je dis toujours oui en fait aussi. Je suis un peu. Ah oui, ça marche aussi. Non mais au-delà de ça, je reprends, c'est que tu es quand même toi-même. Il y a un truc en management, c'est que si on essaie d'être quelqu'un d'autre, tu te mens à toi-même, tu mens aux gens à qui tu parles et ça marche pas. Et là on parle beaucoup de la cuisine et de la liberté que tu donnes. Toi tu as commencé en salle avant de bifurquer vers la voie noble, mais c'est même pas ça, c'est même pas noble parce que moi j'adore la salle et que c'est un métier que je kiffe. Et on est obligé de parler un peu de ta petite fée de la salle, quoi, de Virginie. Ma Vivi, on l'a survolé un peu tout à l'heure. Ma petite Vivi, ça fait 5 ans qu'elle est avec nous, qu'elle est avec moi même. Je l'ai associée avec moi quand on a ouvert la halle Biltoki sur le caviste. Écoute, elle a les clés de la maison. Elle en fait, elle est là depuis 5 ans, mais elle a les clés du restaurant. Mais justement, c'est quoi ta vision de la salle? C'est quoi pour toi une salle bien tenue ou une salle cool ou une salle qui fonctionne ou une salle qui est économiquement viable? Un peu tout ça. C'est quoi pour toi la salle en fait? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire en salle, c'est reconnaître le client. C'est la première chose. Il faut que les serveurs soient très empathiques. Quand tu arrives dans un restaurant et que tu sens que le mec te regarde, il t'estime et qu'il te regarde dans les yeux et que s'il y a une merde qui est faite, il est vraiment désolé de la connerie. Si quand tu arrives et que tu es énervé, que le serveur voit ton état de nerf, il va s'évincer un peu. En fait, c'est jauger le client. Empathie, ouais, ce que tu dis. Moi, pour moi, c'est être empathique. Tu vois, c'est rigolo, c'est différent. Parce que hier, j'ai posé un peu la question à Julien. Quand il dit, lui, 90% de la réussite, c'est t'arrives, on te fait marrer, il y a le smile, il y a la bonne humeur, machin. Mais tu vois, moi, je l'ai dit à Julien, j'ai dit, des fois, tu viens aussi au resto. Tu vois, des fois, je viens au resto avec ma nana pour lui parler d'un truc important, un projet que j'ai envie de faire qui va... Bon, j'ai pas forcément envie qu'il y ait un gus qui vienne me faire. Tu vois, j'aime bien moi l'idée que tu dis. Tu vois, j'aime bien l'idée d'empathie. T'es avec tes potes, ça commence à déconner, le serveur il commence à déconner avec toi, c'est trop bien. Faut jauger le client. T'as des clients. Je raconte toujours cette anecdote. On a un client un jour qui débarque et que c'est crabe. Il défonce tout le monde. À la fin du repas, je vais le voir. Parce que tous mes clients, je vais les voir. Il dit, je suis vraiment désolé. Il dit, j'ai été exécrable avec tout le monde. J'ai reçu une mauvaise nouvelle. C'est mes amis sur la table qui m'ont fait remarquer que j'avais été exécrable avec tout le monde. Je suis vraiment désolé, machin. Et là, en fait, je lui dis, écoutez, vous savez, merci de m'être rendu compte. Je dis, mais mes équipes se sont bien. Elle me dit, vos équipes ont été parfaites. Je n'ai pas vu les énerver. Je dis, alors c'est bien, parce qu'ils ont géré avec vous, par contre, ils m'ont chié le service. Donc, je te dis, il a mis en mal, en fait, tout le service, en fait. Exactement. Et donc, je lui dis, votre table a été réussie parce que vous avez catalysé tout sur vous. Toutes les énergies. Toute l'énergie. Et en fait, après, mes équipes ont foutu le service en l'air à côté, quoi. Ce côté, chaque service, pareil, qu'on ne perçoit pas, parce que quand tu vas dans un resto, tu vas une fois et tu vois un service. Ce côté, chaque service est différent. Exactement. Et puis on fait un métier où on est quand même jugé 50 fois le midi, 50 fois le soir, à part pour un restaurant de 50 places assises. En fait, tu manges un plat, t'es bien, t'es avec tes potes, t'es heureux, il a un goût, tu manges un plat, ta femme vient te larguer, le plat n'a pas le même goût, quoi. Et ta Vivi, du coup, forte là-dessus, leader là-dessus. Ouais, Vivi très forte là-dessus. C'est une machine de guerre. On est un couple avec ma femme. Il y a ma femme, moi et Vivi. Moi qui dis, c'est ma femme. Ah, ça va, c'est annoncé, c'est bon. C'est elle qui l'a dit. Elle me dit, quand je lui dis, on ouvre un restaurant dans le sud, elle me dit, on prend Vivi avec nous. Hein. Ah bah c'est bon, c'est acté. Voilà.
Et le vin, alors le vin ici dans ce resto là, Écoute, c'est quoi ouais, un peu le vin, grosse révélation depuis 3-4 ans. Le vin, j'ouvre la passerelle avec une centaine de références de vin, un peu moins, que du négoce. Et ben, je rencontre Richard qui me donne le livre de ce qu'il propose. Et moi, je regarde et tous les noms qui me parlent, et ben, je mets une croix à côté. Donc, et quand je dis les noms, je parle pas des vignerons, je parle du nom. Ah, Volnay, je connais, je mets une croix. Et j'ai un ami qui vient des extras chez Sanderins, qui vient manger 3 jours après mon ouverture. Je t'avais raconté cette histoire. Ouais. Qui vient manger 3 jours après mon ouverture avec Jean-Philippe Pessel, l'ancien directeur du Plaza. Et il me dit c'est génial. Il me dit franchement, le restaurant trop beau, ça vient d'ouvrir en même temps. Heureusement, il me dit par contre, ta carte des vins est naze. Ton directeur de salle, il est un peu jeune pour être directeur. Il me dit ok, je viens de filer un coup de main. Il a bossé juin, donc j'ouvre le 22 mai 2014. Il arrive au mois de juin. Il fait juin, juillet avec moi. Et ça devient mon directeur de salle qui me forme au vin. Malheureusement, il était très très alcoolique, Benoît. Et avant qu'il décède, quand il part la première fois, je me retrouve à devoir gérer le vin tout seul. Et donc là, bah, tu as tous les agents, tu commences à appeler. Et finalement, bah, tu commences à te déplacer, tu goûtes un peu plus que ce que tu faisais. Et puis c'est devenu un vrai kiff. Et ça a été une grosse révélation il y a 4 ans, quoi. Je me rends compte aussi que le vin, les gens qui s'y connaissent, c'est très peu de personnes. Mais les gens qui s'y connaissent sont souvent des gens intéressants. Et moi, j'aime bien être entouré de gens qui m'apprennent des choses. En fait, non, à 5 ans même. J'ai dit 3-4 ans, ça fait 5 ans. Ouais. Et en fait, il y a 5 ans, j'ai dit à Vivi, quand elle m'a rejoint, parce qu'elle était sommelière de métier, elle, et je la prends en tant que directrice de salle, sommelière. Je lui dis, écoute, moi j'ai déjà commencé à faire une belle carte des vins. Est-ce que ça te dit, on fait la plus belle carte des vins du sud-ouest parisien? J'ai pas encore réussi. Après, tu disais aller goûter, tu te balades un peu dans le vignoble Ouais, quand tu peux. beaucoup. J'ai même maintenant, j'alloue un budget à l'année déplacement vigneron. C'est génial. C'est le même monde que la gastronomie en fait. Tout le monde se connaît. C'est un tout petit milieu. Dans le regard extérieur, c'est très vaste et finalement tous les vignerons se connaissent. C'est assez drôle. Toi, là, un peu la manière dont tu parles de toi, la manière dont tu parles des gens qui travaillent ici, ce côté être capable de prendre des décisions, être capable d'assumer des choix et tout. Là, tu es avec des gens qui… C'est du sérieux. Voilà. Complètement. Tu es avec des gens et qui savent réfléchir. J'adore ce monde, j'adore leur mentalité. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est un peu mon truc. On les voit, on est les plus gros consommateurs de vin au monde. On est le 2e plus gros producteur après l'Italie. Ça dépend des années, mais enfin voilà. Il y a du vin dans toutes les étals, de partout. On est un pays où finalement c'est pas au monopole de l'État, donc on trouve du vin de partout. Et finalement, les mecs qui sont derrière, on les connaît pas, quoi. On n'en parle pas. Ça va aussi avec le moment où tu passes en bistronomie, C'est ça. où c'est des prix de menu et tout un petit peu plus bas. C'est un peu l'idée, en fait. J'ai un peu copié ce qui se fait à Beaune. À Beaune, tu as des cartes des vins exceptionnelles avec des prix qui sont cohérents. Il n'y a pas beaucoup d'adresses à Paris comme ça. Donc il y en a, hein. Il y en a quelques-unes. Il y en a il n'y en a pas pléthore. Et ici, dans ce coin-là de Paris, il n'y en a pas du tout. Ouais. Donc après, la seule chose qui fait qu'on ne vend pas autant qu'on aimerait, qu'on voudrait, c'est qu'on n'a jamais fait de com encore. Ouais. Donc il y a plein de gens qui disent « Ah, mais je ne savais pas que tu avais une carte comme ça ». Mais vu qu'on est nul sur notre communication, les gens ne sont pas au courant. Et tu disais du coup 2 fois en Champagne, 10 fois en Bourgogne. Ouais, Bourgogne, j'ai un problème avec la Bourgogne. Ouais. Bah, la Bourgogne, j'aime bien la Bourgogne et je me suis fait des potes en Bourgogne. Donc, ouais, et puis là-bas, c'est pareil, t'en connais un, t'en rencontres un et puis tout est tellement proche. Eh bien écoute, c'est le moment de boire un petit verre et puis et surtout de poser des questions, le fameux questionnaire de Proust, Pivot, Lipton. Alors dis-moi Mika, c'est quoi ton mot préféré? Ah, aimer. Quel est le mot que tu détestes le plus? Okay. Non, je sais pas, renoncer si tu veux renoncer. Ah, renoncer, ça marche. Ben voilà, c'est fort, justement. Ça décrit bien la personne. Qu'est-ce que tu kiffes? Qu'est-ce que tu adores? Ah, la vie. Avec ce sourire, c'est beau. Et pour le coup, qu'est-ce qui t'agace? Qu'est-ce que t'aimes pas? L'incorrection me déplaît. L'impolitesse. Quel est ton son préféré? Les cigales font du bien. Les baleines, c'est très sexy, les baleines. Les pigeons ramiers aussi, peut-être? Les pigeons, non, les baleines, le son des baleines, quand tu es dans l'océan et que tu entends les baleines, c'est ouf. Et quel est le son que tu détestes? Les motards. Si tu n'avais pas été cuisinier, tu aurais aimé faire quoi comme boulot? Je me suis posé la question il n'y a pas longtemps. J'aurais adoré être concierge. Concierge d'hôtel ou concierge… Concierge d'hôtel. Concierge d'hôtel, ok. Ouais.
trouve ce truc passionnant de trouver l'introuvable, je trouve ça ouf. Si tu n'avais pas été cuisinier, le boulot que tu n'aurais jamais aimé faire. Dans un bureau, n'importe quel bureau. Et pour finir, si toutefois le paradis existe et que le jour où malheureusement tu ne seras plus avec nous et que tu arriveras aux portes du paradis, qu'est-ce que tu aimerais que Dieu te dise quand tu arrives au paradis? Ah, t'as été fiable. Messieurs, Mika, Hugo, merci hein. Merci à toi, Mika. à l'amitié. Vivi, santé. Il y a ton verre de blanc, tu vois là. T'étais presque avec nous sur la vidéo. Ma femme, des nouvelles ou pas? Elle est où ma femme là? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est vrai que tu n'as même pas parlé de tes petous, de tes deux petits là, de tes Ouais. deux. Les petits, ah grave, on va dire putain. Je vais me faire défoncer parce que je ne pas parler d'elle. Je vais me faire défoncer, c'est sûr. Faut qu'on. T'as pas parlé de moi. Ouais, c'était très cool. Ma petite femme, ouais. Je vais me faire défoncer. Mais non, t'es pas de faire défoncer. Ça tourne encore. Ouais, ça tourne. Ah, ma petite femme, c'est grâce à elle. Elle gère toute la comptabilité. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Elle est inclus dans le projet. Elle gère tout, ouais. Tiff, alors la petite histoire, c'est que Tiff au début bossait, elle était RH à l'international pour le groupe Rocher. Donc elle bossait juste en face. On s'est pas rencontrés comme ça. Hein. Et puis quand on a eu Mila, en 2018. Et en 2019, on a appris que ma fille avait quelques soucis de santé, donc elle s'est arrêtée de travailler pour s'occuper de notre fille. D'accord. Et en fait, elle lui a un peu sauvé la vie, parce que maintenant ma fille marche. Trop bien, sacrée histoire. Des problèmes du coup un peu moteur et tout. Écoute, moteur, elle a une paralysie cérébrale, donc elle a le côté cognitif qui n'est pas du tout touché. C'était vraiment que le moteur. Et on nous a dit, ouais, elle ne marchera jamais, c'est 1 an. Et notre fille a été la plus jeune en France à être opérée de la rhizotomie dorsale sélective par un professeur qui s'appelle Cyril James. Ils sont que 3 dans le monde, enfin à l'époque c'était que 3 dans le monde à opérer. Il y a le monsieur qui a découvert l'opération aux États-Unis, monsieur Park. Il y a monsieur Haber qui est en Allemagne, qui était un peu son fils spirituel. Et Cyril James, c'est un neurochirurgien qui a travaillé sur les mémoires de ces 2 médecins et qui s'est dit je vais le faire en France. Sauf qu'en France, les opérations comme ça qui sont quand même très invasives, ils ne les font pas jeunes, ils les font genre quand les enfants ont 6-7 ans. Et nous, on lui a cassé la tête pour qu'il le fasse le plus tôt possible. On a pris le risque de perdre plus. Parce que le mec disait, ok, mais je peux la rendre handicapée. On a dit, écoutez, on s'en fout, vas-y, fais. Et il l'a fait, et le résultat, il est ouf. Parce qu'en fait, tu la vois maintenant marcher, elle a une petite démarche, elle a une démarche qui est pas tout à fait parfaite. Mais si tu sais pas, je fais pas trop attention. Si tu regardes, tu dis, ah oui, mais voilà. Et après le petit frangin et le petit Mao qui est arrivé, lui, pour nous montrer que finalement la vie pouvait être douce. Et lui, il est arrivé en 2021 et c'est le bébé parfait. Ouais, lui, c'est la bonne patte, il fait que se marrer tout le temps. Lui, il fait que des câlins, il a tout le temps le smile. Notre croix, c'était Mila et on va dire notre pansement, c'était Mao. Ouais, et puis putain, ça doit être un sacré truc à vivre en couple et tout. Hein. Ouais, c'est déjà un enfant, une très grosse épreuve. Ouais. C'est une grosse épreuve. Ouais. Et puis, bon, c'est forcément incomparable, mais enfin, tu vois, au niveau pro, tu vois, tu nous as décrit quand même un truc assez fluide, tu vois, évidemment, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais que tu vois, le travail à payer un peu à chaque étape, on va dire ça comme ça plutôt. Là, c'est un sacré coup du destin. Ouais. Et puis après, surtout, quand tu gères tout et que là, tu peux rien faire, c'est assez ouf. Ah ouais. Tu vois. Et là, en fait, c'est justement là où moi, j'ai pris le pas de me dire, bon, bah, de toute façon, on ne peut rien faire, c'est les médecins. Donc, mon père, il m'a élevé en disant, pas d'état d'âme. Tu vois, tu fermes les yeux, tu vas tout droit et puis c'est tout. Et donc, j'ai dit, ok, on écoute les médecins. Et en fait, c'est ma femme qui a pris le relais, elle qui a pris les devants et qui a dit, non, on n'écoute pas les médecins, on s'écoute nous et on va faire les trucs qu'on a, nous, envie de faire. Alors que moi, les médecins, ils m'auraient dit, il faut aller là-bas, j'aurais été là-bas. Tu vois, on a appris et dit. T'es désarmé de toute façon, c'est des gens qui ont le savoir, donc forcément, t'es. Exactement. Ah bah oui, tu dis, avec mon sapé de cuisine, je ne vais pas parler avec un mec qui est neurochir en pédiatrie à Necker ou à l'hôpital américain, tu vois. T'as pas la légitimité. Ma femme, elle les a tous défoncés. Et en plus, là, à ce moment-là, ça a correspondu un peu au moment où les halles et tout, ça se passe pas méga bien ou non, parce que les halles sont arrivées, j'avais déjà les 2. Ah non, j'avais pas encore Mao. C'est 2021, 2022, les halles. Ouais. 2022, donc non, c'était compliqué. Bah, ma femme, entre moment, elle a accouché, puis elle s'est fait opérer, parce que
Mila s'est fait opérer bien plus tard. Moi, j'étais à Donf ici, puis l'ouverture de l'autre côté. J'avais Mao qui était en bas âge, sortie Covid. Mila, on était en train de lui préparer son opération, puis sa rééducation à Garches. On a fait, en vrai, c'est quand tu regardes après, tu sais. Quand tu es dedans, tu te dis en fait, ouais, ça va, il n'y a rien. Et après, quand tu es actif, on se dit, attends, on a fait ça, et on se regarde, on regarde nos agendas qu'on avait, on dit, putain, c'était pas des gens normaux, tu vois. Tu fais, ah, j'avoue, on a fait un vrai truc, quoi. Un sacré truc à vivre en couple, Ouais. malgré tout. Je pense Mais après, que tu vois, t'en c'est ressors, bien, la nature elle est trop bien faite parce que tu passes le truc, tu vois, en mode normal. Tu vois, l'homme, il est fait pour ça, quoi. Ouais, pour les épreuves. Tu vois, quand on t'explique, tu dis, c'est impossible. Jamais j'ai réussi à le faire. Mais en fait, quand tu as les nez dedans, tu le fais, quoi. Et puis, c'est même pas, tu t'es même pas fort de le faire, tu le fais naturellement. Parce que c'est comme ça, il n'y a qu'une case à cocher et c'est comme ça, quoi. Ça dépend des personnes aussi, vous avez un caractère fort affectif tous les deux, quoi. Chacun Ouais, d'entre je vous sais et pas. tous les deux ensemble. Ouais, moi non mais aussi on en revient tout à l'heure, tu as des gens qui sont faits pour exécuter, tu as des gens qui sont faits pour être chef, tu as des gens qui savent pas faire front devant l'adversité, tu en as qui savent, mais c'est pas pour ça que c'est moins bien ou mieux, je sais pas. Ouais, mais tu sais, quand t'as tes potes qui vont être parents, t'as des gens qui disent, ah, tu verras, c'est l'enfer d'avoir des enfants, enfin, tu dors plus la nuit, tu fais ça, machin, tu vas dormir que 3 heures par nuit, tu sais, on te déglingue, tu vois, et quand t'écoutes, tu fais, putain, dormir 3 heures par nuit, mais moi, si je n'ai pas dormi 6 heures, je suis mort. Et finalement, quasiment 99% des parents le font, et quand aujourd'hui tu leur dis comment c'est passé, à part si l'enfant était très difficile, bah, ils n'en gardent pas un souvenir aussi horrible, alors que finalement, avant qu'ils soient dans cette position-là, ça paraissait insurmontable. Alors ça met le couple à l'épreuve. Moi je vais te dire ce que je pense Ah oui. sincèrement. C'est pas le moment aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais c'est surtout le couple que ça met à l'épreuve. Ce qui est dur en fait, je trouve, c'est ça, c'est pas toi individuellement, c'est le fait de tes nerfs sont mis à l'épreuve, ta fatigue tire, ton temps est contracté en fait, et donc tu mets plus assez d'énergie, assez d'amour, j'allais presque dire. Toujours autant, mais tu es moins démonstratif en fait à la personne avec qui tu vis, je crois. Et ça c'est dur. Ah oui, c'est sûr. C'est là où ça peut partir en cacahuète avec la personne avec qui tu vis, ton mec ou ta nana. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. Après, tu t'oublies un peu, mais c'est normal. Tu t'oublies. C'est un travail commun. Tu te ressens sur toi, dans ta tristesse, dans ton chagrin, donc comment tu gères le truc. Et puis le reste du temps, tu mets l'énergie pour ton enfant. Et donc finalement, après, il faut que le couple soit aligné. Et, exactement, mais il faut que le couple soit aligné, ouais. Et se comprenne. Alors parfois ça pète, hein. Mais après, il faut redescendre. Ça pète a posteriori, redescendre. parce que dans l'adversité, comme tu dis, tout le monde est fort. Et c'est Ouais. après, en fait, au bout d'un moment Ouais. où tu peux dire, ah, attends, finalement, j'ai pas pris soin de moi, j'ai pas pensé à moi, et maintenant, fait chier, attends, je fais tout péter. Et c'est là où il faut que ça dure, quoi. Donc j'annonce qu'on divorce. Non, je rigole. Super. Voilà. Super truc, quoi. Putain, merde. Allez, feu. Allez, 11h51, c'est parfait.